Lights, camera. Aujourd'hui à l'émission, Princesse Mononoke, Flashdance et La Nuit des Rois. Bienvenue à On jase de film. Bonjour à tous et à toutes, ici Guy Saint-Cyr, On jase de film. La formule est bien simple, je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Ensemble, on passe en revue 3 coups de cœur, une déception et un plaisir coupable. Ce sont les goods, the bad and the ugly, la cinéphilie de mon invité. Et aujourd'hui, je reçois une autrice, compositrice, interprète. C'est quelqu'un de qui j'aime beaucoup la musique. J'aime les prises de parole qu'elle peut faire. C'est Lydia Kepinski. Allô? Salut! Quelle belle introduction, merci. Ben, ça fait plaisir. On te doit 1er juin, un album qui est sorti en 2018 que j'écoute souvent. J'aime beaucoup cet album-là. C'est de la bonne pop, j'aime ça. Yeah! Fait que, ça, tu fais de la musique, mais toi aussi, tu étudies en cinéma, je me trompe? Non, tu te trompes pas. En fait, j'ai un peu raté ma vie. Mes premiers... Mon objectif de vie, là, quand j'étais en secondaire 5, là, c'était vraiment d'être une cinéaste. OK. Fait que j'ai échoué, je te l'annonce. C'est pas quelque chose que je dis souvent, mais j'ai échoué cette partie-là de ma vie. Mais tu sais, je retrouve le cinéma beaucoup dans ce qui est de réaliser / co-réaliser, de travailler sur des vidéoclips. Ouais. Puis je pense en fait que je me suis rendue à faire des films un peu plus rapidement que de contribuer en tout cas à faire des films plus rapidement que si j'avais suivi comme la voie de la réalisation, qui serait Ouais. parce que ça arrive quand même tard dans une vie, là, tu commences pas comme à 24 ans à réaliser des films, mais là c'est comme si j'ai pris un shortcut, c'est un détour mais en même temps un shortcut si tu veux. Ouais, je comprends. Avant qu'on rentre dans ta liste, je veux savoir, c'est quoi les films qui t'ont marqué quand tu étais jeune, quand tu étais adolescente? Quand j'étais ado, Ben, puis même, ben, tu sais, enfant ou adolescente, là. Ouais. Enfant, là, je te dirais que Le Prince d'Égypte, c'est vraiment le film qui m'a le plus marqué. Je regardais tout le temps. J'avais vraiment une fascination pour ça. Il y avait comme un côté vraiment mythologique là, que j'appréciais beaucoup. Là. Puis vraiment, là, les espèces de... Parce qu'il y a des cataclysmes à un moment donné là, qui tombent sur le peuple d'Égypte. Là. Puis là, cette partie-là, j'aimais vraiment ça. Là. Je trouvais ça vraiment trippant. J'aimais tout de ce film-là. Je regardais tout le temps. Puis rendu ado, c'était quoi? Plus tard, ado, c'est une drôle de question. Ado, je me souviens pas avoir eu tant de fixation sur des films, mais je me rappelle quand j'étais jeune, c'était beaucoup des tunes aussi dans des films. Là. Tu sais, mettons la tune à la fin de Shrek. Je pense que c'est And I see a face, Oui. and I'm a believer. Cette tune-là, pour vrai, je l'écoutais, là, je la mettais sur repeat tout le temps pendant comme 4 heures, genre. Wow. Fait que j'avais vraiment des fixations sur les tunes. Dans Astérix et Obélix aussi, à un moment donné, dans l'épisode avec le devin, il y a comme une tune sur le devin. Ça, je réécoutais ça pendant comme 4 heures, tu sais, 4-5 heures. Là. J'étais enfant unique, beaucoup de temps. Ben, je trouve ça intéressant que tu aies parlé du Prince d'Égypte avec la mythologie parce que ton premier coup de cœur reste quand même un film sur la mythologie, cette fois-ci japonaise. Princesse Mononoke, 1997, d'Hayao Miyazaki. C'est un film qui est dur à résumer peut-être, mais ça parle de quoi? Ça raconte quoi, Princesse Mononoke? Je pense que ça raconte la bataille contre l'evil comme étant une espèce de bête noire qui peut aller à l'intérieur de n'importe quel individu. C'est-à-dire, tu sais, mettons qu'on fait Studio Ghibli versus Disney. Disney ont vraiment cette vision très manichéenne d'être comme... Il y a des personnages qui sont fondamentalement mauvais ou bons, puis le but pendant le film, c'est un peu de détruire la personne qui est mauvaise, tu sais. Ouais. Mais dans ce qui est des Studios Ghibli, chaque personnage a tout le temps sa part de méchanceté et ou de gentillesse. Fait que comme d'un point de vue moral, c'est tout le temps super complexe. Puis je trouve que ça cristallise vraiment plus comme l'humanité
que la dimension plus manichéenne des films américains. Puis c'est comme si chaque personnage peut être à la fois gentil ou méchant. Tu sais, comme, mettons, Lady Eboshi, là, qui pourrait être vue comme un peu la vilaine du film. Ouais. Elle est vilaine dans sa dimension capitaliste, puis désastreuse de la nature, puis de vouloir comme écraser les animaux dans la forêt magique, mais en même temps, tu vois, c'est une personne qui sort des femmes d'un bordel pour leur donner une situation, qui fait travailler des lépreux, qui au final fait vivre tout un village qui est, je sais pas si c'est Ironland ou en tout cas le village en fer, là, de fer. Puis fait que c'est tout le temps des personnages qui se situent vraiment à la lisière, puis le personnage principal aussi, lui-même, il est comme un peu touché par ce mal-là. Puis pendant tout le film, il va devoir se battre pour pas que la gangrène du hate, que la gangrène de la haine s'empare de lui. Tu sais. C'est un peu ça. Oui, puis il y a un animal qui veut détruire les humains, mais en même temps, il veut protéger sa forêt parce que les humains ont détruit sa forêt, mais il est le méchant à détruire, mais en même temps, on comprend, sans qu'il s'exprime quoi que ce soit, on comprend pourquoi il veut détruire, il veut protéger sa forêt, même si c'est un démon, même s'il est le vilain. Oui, exact. Le phacochère aussi, il pourrait être traité de vilain, mais dans le fond, sa cause est noble parce qu'il veut tuer les humains pour protéger la forêt. Puis, c'est comme personne peut être contre. Non, là, c'est ça. Mais ses moyens sont caves. Puis, tu sais, c'est vraiment très emblématique comme animal aussi. Là. On dit pas tête de cochon pour rien. Là. C'est vraiment comme un animal qui est courageux, puis il veut aller se battre, puis il veut protéger son territoire, mais en même temps, les moyens qu'il utilise sont caves. Il n'y a pas vraiment de stratégie, puis ils finissent par tout mourir. Là. Ouais. À quel moment tu as vu ça dans ta vie, ce film-là? Je l'ai vu, je pense, au cégep. Ça fait quand même longtemps. Mais je l'ai revu il y a 2-3 semaines. Puis, en gros, tu sais, ça fait 1 an qu'on est en confinement. Là, fait que des fois, il faut se trouver des activités. Puis là, pendant un dimanche, mon activité, c'était d'aller faire de l'acide sur Montréal avec mon ami, en fait, ma coloc. Puis, on en a fait un peu trop, genre. Fait que là, on était vraiment pétés sur le Mont-Royal, puis là, on redescendait, là, puis c'était comme, on riait, on s'esclaffait, là, c'était n'importe quoi. Puis là, après ça, on revient à la maison, on est comme plié en deux de rire. Puis là, on se dit, il faut absolument qu'on regarde un film dans cet état-là. Puis on a choisi Princesse Mononoke. Puis là, c'était comme, visuellement, là, pendant tout le film, on s'extasiait. Là. On était juste que, wow, genre les couleurs, les animaux. Puis, tu sais, tous les animaux ont comme un côté chimérique. Là. C'est des animaux qui se peuvent pas, ou qui sont pas nécessairement comme. Ils font pas partie de la faune ou de la flore du Japon tant que ça. Là. C'est tout comme l'esprit de la forêt, il y a genre un visage de macaque, puis genre des pieds d'autruche, puis genre un corps de daim, puis c'est comme... En tout cas, tout était vraiment magnifique. Puis le fait aussi que Miyazaki, il nous tend tout le temps des fausses pistes. C'est juste le titre Princesse Mononoke. Ouais. C'est plus c'est plus l'histoire de... C'est-tu San, le personnage? Ashitaka, ouais, c'est ça, Ashitaka, ouais. C'est plus Ashitaka, le protagoniste, là, que la princesse Mononoke. Là. Tu sais, c'est comme... Tout est tout le temps une fausse piste, puis tout revient tout le temps. En tout cas, ça change tout le temps de chemin. C'est vraiment incroyable. Puis visuellement, c'est magnifique. Là. Tu sais, les primates, là, à un moment donné, il y a comme une gang de primates qui ont les yeux rouges, puis qui parlent. Puis les effets sonores aussi, là, dans les loups, ils ont des octavers sur leur voix. Là. Tu sais, on est comme cri, genre Billie Eilish, elle n'a rien inventé. Là. Genre ça, c'est 1997. Là. C'est fou, là. C'est incroyable d'un point de vue formel aussi. Là. Ouais, puis ben, tu sais, même, c'est ça, San est la princesse Mononoke, mais Mononoke, c'est pas son nom. Non, c'est ça. J'ai fait une petite recherche pour savoir ce que ça voulait dire. C'est un mot japonais qui désigne des êtres surnaturels aux formes changeantes qui possèdent des personnes et provoquent des souffrances, des maladies ou la mort. C'est très... Ouais. On est en plein dans le shintoïsme aussi, là, avec Ghibli, c'est toujours très shintoïste que les objets, tout a une âme, tout a quelque chose à dire. C'est full animiste. Ouais, ça, c'est quelque chose qui te rejoint comme philosophie? Ah, ben, je veux dire, personnellement, je me qualifierais pas de
animiste, mais je trouve qu'il fait vraiment un beau pont entre la tradition et la modernité, parce qu'il y a aussi une critique de la modernité dans comme, cette industrialisation de Lady Eboshi qui fait que les gens vivent bien, mais qui détruit la nature, qui détruit les mythes du passé, puis au final, la résolution du film, tu sais, spoiler, mais comme l'esprit de la forêt est tué, tu sais, fait que c'est comme, c'est genre... C'est super nihiliste au point de vue de la modernité. Puis, tu sais, c'est sûr que je me situe un peu comme ça, mais en même temps, on profite tous de la modernité, mais c'est quand même intéressant de se rappeler des choses un peu plus traditionnelles, tu sais. Ouais. Fait que ça vient me chercher. Est-ce que je dirais que je suis une personne animiste? Non, là, pas particulièrement. Ouais. C'est un film qui se passe à l'ère Muromachi, qui est l'époque médiévale japonaise, c'est le 15e siècle, mais juste en lisant sur le film, pis, on en a fait un peu des parallèles avec le capitalisme et tout ça, mais j'étais comme, oh my god, une espèce de mal qui rôde autour de nous, qu'on arrive plus ou moins à contrôler. J'étais comme, mais on est en plein encore dans cette époque-là. On n'apprend pas, puis là, ben, on est pogné de tout le monde avec la COVID depuis un an, puis on ne sait pas si on va s'en sortir, même si on a des vaccins, puis tout ça. J'étais comme, c'est tellement pertinent encore, même si cette histoire-là se passe au 15e siècle, puis le film a été fait en 97, là. Ça m'a fait un vertige, pour vrai. Ah, c'est absolument divinatoire, là, pour vrai. Là. C'était avant Fukushima, c'était avant des désastres qu'on vit puis qu'on va vivre. Là, on pourrait considérer toutes les pandémies aussi comme pas un contrôle de population, mais comme dès qu'une population devient trop concentrée puis qu'il y a des problèmes. Je veux dire, c'est normal là, que la nature, un jour ou l'autre, elle va comme se rebeller, là, même si ça sonne un peu genre apocalyptique. Là, c'est comme, on crée un peu la merde qu'on fait à l'environnement. Ouais. T'es-tu une grosse consommatrice des films du studio Ghibli ou... Ben là, pendant la pandémie, on en a checké beaucoup. Là. Ouais. Comme, il y a Porco Rosso aussi. Ça aussi, c'est un autre film que c'est comme le titre. C'est pas tant lui le personnage principal, mais c'est plus la jeune fille. Mais ça, c'est quand même très drôle. Spirited Away aussi. Pour vrai, genre, ils sont tous fous. Là. Oh, Puis, ouais. celui de le Moving Castle aussi, j'ai vraiment aimé ça. J'étais comme, waouh, c'est tellement fou à quel point c'est rare que dans des films, on s'attache à des personnages vieux, genre. Il y a aucun film qui... genre, les vieux sont jamais les héros de rien. Puis je suis comme, qu'est-ce que Miyazaki, là, il est capable de faire de quoi de tellement beau puis tellement spécial puis qui nous sort tellement de notre zone de confort. Je trouve vraiment que c'est incroyable. Là. Puis il y a comme une façon aussi de rajouter des détails qui servent à rien. Puis, en animation, là, chaque détail coûte tellement cher à l'entreprise que c'est comme, pourquoi est-ce qu'ils font ça? Mais tu sais, juste des petits détails, des petits trucs qui sont tellement drôles, puis beaux, puis touchants. Puis cette façon-là de cristalliser, c'est extrêmement poétique. Ouais, tu sais, je pense juste à, mettons, dans Totoro, ça revient dans beaucoup de ces films, les espèces de petites boules noires, ces espèces de chardons, là, qui prennent vie, qui se promènent partout. Tu sais, ça sert à rien, mais sont là quand même. Puis j'en parle avec tous les invités qui me parlent de Miyazaki, on parle de la bouffe dans ces films. C'est un trip de bouffe constant. Oui, c'est vrai. Le Moving Castle aussi, c'est de la bouffe tout le temps. Là, genre, les tranches de bacon là, sont tellement réelles. Là, c'est 2D, là, mais c'est tellement bon. Là, c'est beau. Là. On va passer à ton deuxième film qui est Flashdance de 1983 de Adrian Lyne, qui met en vedette Jennifer Beals dans le rôle d'Alex Owens et Michael Nouri en tant que Nick Hurley. Film qui a bientôt 40 ans. C'est quoi Flashdance? Donc, Flashdance, c'est l'histoire d'une jeune fille qui travaille dans une shop de métallurgie, en fait, le jour, puis qui, la nuit, danse dans une espèce de cabaret. Genre, c'est genre un cabaret sexy, mais pas nécessairement danseuse nue. Genre, c'est un petit peu plus comme burlesque, mais c'est des filles. Puis son rêve, dans le fond, c'est de devenir danseuse professionnelle. Puis faut qu'elle vive son rêve. Ouais. Puis ce film-là est juste incroyable. On a fait une rétrospective parce que ça fait un an qu'on est en confinement. Là, fait qu'on se trouve des activités. Fait que moi et ma coloc, on s'organise souvent des rétrospectives. Puis là, on avait fait une rétrospective de films de danse. Puis là, on avait tout checké les films de danse. Puis pour vrai, ce film-là, c'est juste le meilleur film de danse, selon moi, qui a genre jamais existé. Là. Puis ce qui est tough aussi avec les films de danse, c'est que souvent, la soundtrack est plus connue que le film.
c'est arrivé avec Saturday Night Fever, là. C'est comme la soundtrack des Bee Gees est juste comme méga connue. Ouais. Mais le film est pourri, là. Le film est tellement à chier, là. Même j'aurais pu le mettre là, dans mon film à chier, là. C'était vraiment à chier, là. C'était comme super machisme, mais tu ne catches pas si c'est comme pour dénoncer le machisme ou pour, tu sais, j'avais lu une étude qui disait là, que c'était pour faire comme une espèce de lien entre l'espèce de comme latino, italien, première génération, puis ce genre de gang-là qui sont comme vraiment machistes, puis c'était comme un peu pour les, je sais pas, là, pour dire aux gens de pas agir comme ça, mais comme c'est vraiment pas clair. Mais Flashdance, c'est vraiment comme, d'un point de vue féministe, c'est vraiment sick, là. C'est Dans quelle vraiment mesure? la fille qui est comme... Mais la fille est comme dans un milieu super masculin, là, qui est comme le milieu de la construction. Puis là, après ça, il y a comme l'espèce de dude qui est son supérieur. Ça, c'est un peu wrong, là, mais qui veut dater avec elle. Puis elle fait, mais tu sais, elle est comme super indépendante dans sa façon de vivre les choses, puis la vie. Puis elle est vraiment genre, tu sais, moi, je suis mon rêve, je fais ce que je veux, puis j'y vais, tu sais. Puis ça, je suis vraiment sick. Ouais. C'est un peu la même question que tantôt. À quel moment, la première fois que tu l'as vu, c'était-tu dans ta rétrospective de films de danse? Non, lui, j'ai vraiment regardé quand même une couple de fois, là. Puis c'est ça. Puis j'écoute la soundtrack tout le temps. Là, genre Maniac, c'est fou. La tune d'Irene Cara, là, ben, en tout cas, la chanson titre, là, What a Feeling. Ouais. C'est incroyable. Puis c'est exactement. En tout cas, c'est un peu quétaine parce que c'est exactement ça. Genre, c'est très banane. Là, c'est genre exactement ça le film. Là, mais c'est comme. Genre, t'as une passion, faut que tu genre make it happen. C'est exactement ça qu'elle fait. Puis là, la scène finale aussi, où est-ce qu'elle part son vinyle, puis elle se trompe dans la chorégraphie, puis là, elle tombe à terre. Puis là, tu sais, il y a un truc de classe sociale aussi, là, parce qu'elle vient vraiment comme d'une classe sociale très working class. Puis là, elle va dans une académie de ballet qui est super bourgeoise. Puis là, c'est comme, elle fait la file d'attente pour remplir le document, puis elle choke 2 fois, puis toutes les filles sont super bourgeoises, puis genre... En tout cas, puis là, elle arrive à la fin, elle passe son record, elle commence sa chorégraphie, elle tombe à terre. Puis là, après, ça recommence, puis elle l'a, puis là, tout le monde est comme « Wow, c'est incroyable! » Genre, puis qu'elle l'ait ou pas, là, genre, c'est juste comme... Ouais. Cette scène-là est folle, tu sais. C'est une scène, j'ai regardé avant qu'on enregistre, je suis allé la revoir sur YouTube, puis ben, full disclaimer, j'ai jamais vu le film au complet, là. Tu sais, je connais juste quelques scènes, là, tu sais, comme la scène où est-ce qu'elle laisse tomber l'eau sur elle, là, qui iconique. tout le monde a vu ça, tout le monde a refait cette scène-là dans les parodies. Ouais. Mais cette scène-là, finale, tu sais, je l'avais déjà vue. De un, ce que j'ai aimé, c'est que tout le monde fume dans cette scène-là. Là. Tous les juges ils ont des gros cigares, puis tout le monde a des longues cigarettes. C'est très intéressant dans un studio de danse, des gens qui fument. En tout cas, ça se ferait plus aujourd'hui, mais c'est venu me chercher comme scène, pour vrai. C'est venu m'émouvoir, j'étais là, puis c'est de la danse qui est bien filmée aussi. Tu sais, je trouve que beaucoup de films de danse, les danses sont très mal pas nécessairement chorégraphié, mais c'est toujours soit en gros plan ou trop rapproché. Puis là, tu sais, il faut qu'on voit le corps bouger. Là. Puis ça, c'était tellement parfait. C'était super beau. T'es-tu une amatrice de danse? T'en fais-tu? C'est quelque chose qui te parle comme art? Ben, quand même, là, dans la mesure où en show, je danse quand même. Mais je te dirais que pendant la pandémie, c'est plus devenu une passion parce que, tu sais, genre, je me fais des dance floors dans mon sous-sol, puis tu sais, ça danse, là. C'est comme, on n'a pas le droit de faire beaucoup d'activités, mais comme danser, là, tu sais, je mets de la... Tu sais, c'est sûr que mes voisins sont au courant, là, tu sais, il y a comme plein de lumière, puis genre, j'ai acheté plein de stroboscopes, puis d'affaires, puis là, je suis comme... Je me fais des chorégraphies dans le sous-sol, fait que, tu sais, c'est sûr que prochain vidéoclip, j'aimerais ça danser, tu sais. Peut-être avoir des chorégraphes, là. Mais ouais, ça faisait aussi surtout partie de la rétrospective. Puis d'ailleurs, on a checké Footloose aussi, qui était quand même intéressant, mais pas beaucoup de danse. Pas beaucoup de danse, étonnamment, là, très peu de danse. C'est comme il y a juste une grosse scène de danse à la fin, puis c'est genre un party un peu reckless, puis genre c'est comme pas tant de belles chorégraphies comme tu dis, comme il y a dans Flashdance. Puis ouais, c'est ça, la scène de la chute d'eau, là. Non, c'est ça, mais c'est pas vraiment sur la danse, c'est plus sur le droit de danser, tu sais, puis c'est comme très Bible Belt, c'est plus comme rejet de la religion, puis sur le droit de danser, peut-être que sur la danse de manière essentielle. Mais ouais, une autre dimension féministe aussi, c'est le fait que, tu sais, les filles, ils dansent, mais c'est leur choix, tu sais, puis ils dansent sexy, puis
Puis genre, ils le font parce qu'ils aiment ça, tu sais, à quelque part. Là, c'est vraiment pas. Tu sais, c'est un peu une. Puis c'est plus une réappropriation du corps que, Ouais. genre, je sais pas, là, se faire vendre ou se faire acheter. Là. Non, c'est ça. C'est le droit d'être sexy sans chercher à. Ben, sans se faire exploiter par des gars qui veulent posséder cette sexiness-là, j'ai l'impression. Ouais, exact. Puis c'est Mhm. bizarre aussi parce que quand elle retourne sur le chantier après que son boss, parce que c'est ça, son boss, la première fois qu'il la voit danser, après ça, il est comme oh shit, man, elle travaille pour moi. Fait que là, le lendemain, il va y parler, puis tout. Puis là, elle est juste comme genre des crises un peu d'aude, là. Puis tu sais, c'est un sentiment que je sens des fois quand je finis un spectacle, puis des fois, il y a des gens qui viennent me parler, mais de manière genre, tu sais, très. Tu sais, qui sont clairement sur la cruise, tu sais. Puis Ah on ouais. dirait qu'ils s'attendent à ce que j'agisse de la même manière quand je suis plus sur stage. C'est comme une madame, à un moment donné, à Gatineau, là, tu sais, j'étais sortie de stage, puis elle a acheté un verre de vin, elle était avec son mari. Fait que là, tu sais, je reste, je chill un peu avec eux. Puis là, la madame, elle me pogne le cul, là, genre, legit, là. Tu sais, je regarde, je suis avec Chose Sauvage, puis là, je me pognais Ouais. les fesses. Là, j'étais juste comme, ah, pour vrai, madame, genre, tu me payes un verre de vin, puis tu me parles, puis tu me pognes le cul après, là. Tu sais, c'est comme, genre, ce que je projette sur scène, même si je te montre mon cul sur scène, ça veut pas dire que quand je sors de scène, tu as le droit de le pogner, Ouais. tu sais. Genre, je suis comme, je suis, tu sais, je suis plus, c'est une performance artistique, puis genre, quand je sors de stage, ben, je suis re-moi, tu sais. Ouais. Puis c'est pas Mais parce que je suis sexy sur stage que tu as le droit de me pogner les fesses, tu sais. ouais, il y a beaucoup de gens qui voient pas cette distinction-là. Tu sais, j'ai beaucoup d'amis humoristes qui font de la scène, puis en sortant, ben, Ouais, encore, oui, il y a des gens qui vont les toucher de façon très inappropriée, mais tu sais, les gens qui arrivent en faisant leur joke, en ouais, imposant, mais c'est comme, on n'a ouais, pas vécu un vrai moment ensemble, là. C'est ouais, c'est ça. pas trippé, mais je sais pas t'es qui. Ouais, C'est quand même assez particulier. ouais. Je veux savoir aussi, c'est un film Flashdance, comme tu l'as dit, sur une femme qui quitte un milieu pour devenir une artiste. T'es toi-même une artiste. Est-ce que tu te reconnais dans ce personnage-là? Est-ce que t'as. Ben, on a parlé un peu de tes études en cinéma, que finalement, Mhm. t'as lâché le rêve d'être en cinéma pour faire de la musique. Mais as-tu déjà Ouais. eu à lâcher une job en te disant, moi, je veux devenir une artiste, puis je vais arrêter d'endurer cette job-là que j'ai ou d'endurer cette position-là dans laquelle je suis? Ah, ben oui, j'ai quitté tous mes jobs là, ponctuellement parce que je voulais faire de quoi. Là. Mais tu sais, je pense que je viens pas non plus d'un milieu aussi prolétaire que le milieu dans le film. Mhm. Mais je pense que, ben oui, clairement, là, à chaque fois que je quittais une job, c'était parce que genre, parce que je voulais me consacrer plus à la création, mais c'était tout le temps très calculé, là, dans le sens où je travaillais en restauration, mettons, puis je travaillais 6 mois, puis je savais qu'au bout de 6 mois, j'allais arrêter. Ben, en tout cas, en général, je me faisais renvoyer de toute façon, là, fait que j'avais pas vraiment quitté la job. Là. Mais une couple de fois, j'étais comme, oh, ouais, je quitte la job parce que j'ai un show qui s'en vient ou parce que je vais Mhm. faire de quoi, tu sais. Mais ouais. Ouais. Puis la discipline, je pense que je me suis beaucoup reconnue aussi dans ce film-là, dans la discipline, parce que, tu sais, la fille, elle habite dans un loft, puis elle a tu sais, une barre, puis elle s'entraîne à tous les jours. Puis il y a beaucoup de scènes d'entraînement là, dans le film. Il y en a une Mhm. couple, c'est très années 80, là, mais c'est comme de la grosse musique, puis il y a juste elle qui fait un workout. Puis, tu sais, il y a quand même, moi, je trouve, dans la musique, une discipline qui est très sportive, là, dans le sens où pour être le meilleur, il faut que tu passes des heures et des heures à ton instrument, à la création, au chant, là, tu sais, à manipuler un micro, à faire toutes sortes de choses. Puis je pense que c'est vraiment par la discipline sportive que tu es capable de les faire, tu sais. Ouais, puis être en forme, parce que pour t'avoir vu sur scène, puis pour avoir revu des extraits de ton show que tu as fait au Cinéma L'Amour, tu bouges énormément, tu Ouais. danses, tu vas partout, mais tu sais, en même temps, il faut que tu joues de la musique, ça a l'air tellement drainant. Mhm. T'en mets dans tes shows, là. Ouais. T'en mets beaucoup plus que ce que tu pourrais, que ce que d'autres artistes pourraient mettre, puis Ouais. encore là, c'est tout à ton honneur, mais cette volonté-là d'en mettre en show, ça vient d'où d'être showwoman puis que ça Mhm. pète de partout? C'est quoi ce Mhm. désir-là? Ben, c'est quand même, ben, en fait, c'est que la mesure, c'est comme la mesure théâtrale de la musique. C'est que Mhm. il y a comme un travail d'interprétation qui, pour moi, doit être visuel, tu sais. Ça Ouais. peut pas juste être dans le cognitif, puis genre la réception, tu sais. Faut qu'il y ait une dimension visuelle, absolument, tu sais.
Fait que c'est comme, je peux pas juste chanter la tune puis l'envoyer dans les airs puis que les gens la reçoivent puis soit comme, ils l'analysent comme ça se fait quand ils écoutent sur leur Walkman, quand ils écoutent la tune, quand ils écoutent les cassettes. T'sais. Là, c'est comme, là, c'est en live. Là. Fait que pour moi, c'est un événement qui est construit autour du corps parce que les gens sont là en chair et en os, puis moi, je suis là en chair et en os. Donc, il y a absolument quelque chose qui doit se passer au point de vue du corps. T'sais. Pour moi, c'est vraiment un outil pour rendre ça vivant. Puis je veux que les gens soient le plus à l'aise possible de danser. Je veux que les gens soient le plus à l'aise possible physiquement. Fait que je me dis que le moyen le plus court, c'est si moi, je suis à l'aise physiquement. Puis je leur montre c'est quoi, genre, être à l'aise puis faire ce que tu veux. Puis j'essaie d'inciter les gens à la débauche et au stupre. Voilà. Ouais, ce qui est un peu plus rough en ce moment, mais un jour peut-être, ça reviendra. Avant qu'on c'est a- sûr. Ben oui, avant qu'on finisse avec Flashdance, je veux savoir, c'est un film dont l'esthétique années 80, c'est un film de 83, mais ça a l'air d'être un film de 87, 88, tellement c'est ancré dans les années 80, tellement c'est précurseur de l'esthétique. Puis quand on regarde tes vidéoclips, tu sais, mettons que je regarde sur la mélamine particulièrement, mais Maya, 1er juin, il y a une esthétique années 80 forte. Pourquoi Ouais. t'aimes ça, ce côté-là? C'est pas kitsch, mais c'est comme clinquant un peu. Mm-hmm. Ouais, c'est vrai que les vidéos ont quand même été faites dans cette esthétique-là. Ben, tu sais, je trouvais ça cool parce qu'il y a quand même beaucoup de synths dans 1er juin, puis beaucoup de tones qui rappellent quand même les années 80. Fait que je trouvais que c'était quand même approprié. Puis c'est Max et Allier, là, qui sont un couple de Toronto, mais qui habitent à Montréal, qui ont fait les vidéoclips pour ça. Fait que, tu sais, j'étais comme impliquée de près, mais, tu sais, ils ont quand même fait le gros de la job. Puis je pense que c'était comme vraiment de leur facture esthétique. C'est pour ça qu'on les a choisis. On trouvait ça le fun. Les années 80, c'est tout le temps à cheval entre le kitsch puis le beau, tu sais. Ouais. C'est tout le temps genre tu sais, c'est comme, ça n'a pas tout le temps beaucoup d'élégance, en fait. C'est beaucoup, tu sais, souvent, c'est les affaires que t'es comme, je suis pas sûre, pas mal sûre que c'est pas élégant, mais il y a comme un côté le fun, il y a comme un côté nice, il y a un côté plus normcore dans les années 90 qui est comme un peu plus normal, dans les années 70 qui est un peu plus élégant, genre Giorgio Armani. Puis dans les années 80, il y a vraiment de quoi de vraiment très... c'est étrange, tu sais, c'est pas... Mais c'est le fun d'aller chercher des espèces de références postmodernes puis d'avoir une espèce de qualité en dessous. C'est le fun, tu sais. J'ai l'impression que les années 80, c'est des gens qui sont devenus riches rapidement et qui ont eu accès à beaucoup trop de coke. Fait que ça donne cette esthétique-là. Une esthétique de parvenu, là. Ouais, c'est ça. C'est comme, bon, on est des nouveaux riches. Fait que si ça brille, ça veut dire qu'on est riche, mais ça sont beaucoup trop poudrés pour leur goût. Je veux pas diminuer, là, mais Ouais, c'est ce que je viens de faire. 100%. Ouais, là-dessus. Ton troisième film, La Nuit des Rois, là, on est loin de l'esthétique années 80, on est loin de la belle bouffe des studios Ghibli. La Nuit des Rois 2020 de Philippe Lacôte qui met en vedette Bakary Koné, Isaka Sawadogo, Steve Tiencher. C'est un film franco-canadien ivoirien qui se passe en Côte d'Ivoire. En toute sincérité, je ne savais pas que ce film existait, j'en avais jamais entendu parler. Fait que merci de m'avoir fait découvrir un film que je ne connaissais pas. Yes! Ça vient tout juste de sortir en 2020, mais bon, les cinémas étant fermés, personne n'a pu le voir. C'est quoi La Nuit des Rois? Mais c'est vraiment drôle parce que je l'ai vu hier. Puis là, c'est ça, j'étais comme, c'est sûr que Guy l'a pas vu parce que, genre, je pense que ça fait depuis cette semaine qu'il est au cinéma, mais je l'ai vu au cinéma du parc. Expérience très le fun. Là. Je suis allée encore là avec ma bulle, là, avec ma coloc, puis on était assis, puis la rangée était vide, puis c'est la première expérience cinématographique dans un cinéma depuis 1 an et plus. Donc, c'est sûr que c'était vraiment rassurant de me retrouver dans une pièce où est-ce qu'on contrôlait la dimension technologique, là, parce que c'est comme... J'ai un projecteur dans mon sous-sol puis un bon système de son, mais c'est quand même pas la même chose. Là, c'était comme... Je me suis sentie vraiment comme couvée puis envahie par le film. Fait que je pense vraiment que ça a comme... c'est sûr que ça a amélioré ma réception du film.
Juste parce que je trouvais ça incroyable de revenir à cet état cinématographique intense. Au cinéma du Parc, en plus, qui est un cinéma Ouais. que j'adore, là. C'est comme mon préféré. Puis, j'étais comme, enfin, un film africain. Enfin. Tu sais, Ouais. genre, il y en a une couple, là, tu sais, genre, des coproductions, comme, tu sais, un peu plus keb, genre, je sais pas, là, je sais même pas, un dimanche à Kigali, genre, Mhm. tu sais, il y a une couple de films français qui ont été faits, ou belges, qui ont été faits en République démocratique du Congo, mais comme, je pense que c'est la première fois que genre, j'ai vraiment l'impression d'avoir vu un film africain, genre. Mhm. Parce que, genre, tous les acteurs ont l'air africains, ou est-ce que genre je sais pas, il y avait de quoi de culturellement tellement intense, puis c'était hyper théâtral, fait comme la personne en moi qui a étudié, parce que c'est ça, moi j'ai étudié à l'Université de Montréal, puis j'ai fait un bac qui s'appelle écriture de scénario et création littéraire, fait que la moitié de mes cours c'était en études cinématographiques, l'autre moitié c'était en littérature, Ouais. puis j'ai eu beaucoup de cours de théâtre aussi que j'ai aimé beaucoup. Mais c'est à l'Université de Montréal, là, fait que c'est rien d'appliqué, là, c'est juste théorique, mais c'est quand même super intéressant. Puis il y avait tellement de codes du théâtre, là, c'était vraiment, mais je pense que c'est adapté d'ailleurs d'une pièce de théâtre, mais c'était complètement shakespearien. Puis Mhm. c'était super, tu sais, comme le théâtre de l'Antiquité grecque, t'as toujours comme un coryphée, puis un chœur. Puis là, t'as Ouais. comme le coryphée qui dit un truc, puis là, t'as tout le chœur qui répète le truc pendant genre 2 minutes. Puis il y avait tous ces codes-là qui étaient utilisés. Fait que j'étais comme, waouh, c'est tellement. En tout cas, ça allait vraiment culturellement chercher partout. Puis ça m'a surpris tout le long. Puis tu sais, au début, genre, je sais pas, les acteurs, genre, t'es comme, arc, OK, ça sonne un peu faux quand ils parlent, mais après ça, tu catches que c'est le ton, puis ça se veut vraiment comme théâtral. Puis c'est ça. Mais t'as-tu checké un peu le synopsis? J'ai checké le synopsis, j'ai regardé la bande-annonce, j'ai lu plein d'articles parce que j'ai fait ce film-là existe, là, il faut absolument que j'aille le voir. Ouais. Euh, mais ouais, ça m'a fasciné. Je savais pas. J'étais au courant de rien. Tu sais, la Côte d'Ivoire, c'est tellement éloigné Ouais. de ce qu'on vit ici, de notre situation. Mhm. J'ai appris qu'il y avait un truc qui s'appelait les maisons d'arrêt de correction d'Abidjan, qui se font appeler C'est ça, la la maca. MACA. Ouais. Puis c'est une prison dirigée par un détenu. What the fuck? Ouais. Seule prison au monde où est-ce que c'est actually genre un détenu qui a le contrôle de la prison, genre. Puis c'est comme le réalisateur Philippe Lacote, il était comme, tu sais, dans le fond, c'est comme un microcosme d'une société ou d'un pays, tu sais. Dans le fond, c'est Ouais. comme ça. Puis là, quand le maître, entre guillemets, quand le roi, en fait, ça s'appelle la nuit des rois, quand le roi il est plus en état de gouverner, il doit se donner la mort et là, c'est quelqu'un d'autre qui va prendre la gouvernance. Puis là, il y a un jeune détenu qui va être baptisé Roman, puis qui va rentrer dans la prison. Puis, dans le fond, lui, le roi actuel, il va comme ressusciter une tradition qui est lors de la lune rouge, il y a un gars qui doit raconter des histoires. Fait que c'est vraiment comme l'espèce de plot des Mille et une nuits là, de Mhm. Sherazade, où est-ce que genre c'est comme c'est quoi ta dernière volonté avant de mourir, raconter une histoire, fait que la personne raconte une histoire dans une histoire dans une histoire dans une histoire. Fait que là, lui, pour essayer de survivre, il va essayer de raconter comme la meilleure histoire, l'histoire la plus intéressante. Fait que lui, il a son récit, puis après ça, derrière ça, il y a comme tous les récits autour de l'univers de la prison, le roi qui va mourir, ça va être quoi la succession, tout ça. Mais c'est vraiment débile, ça m'a vraiment surpris, je trouvais ça vraiment bon. Ouais. Ouais. Puis il y a, en lisant une affaire que je savais pas qui existait en Côte d'Ivoire, qui se font appeler les moustiques, c'est des enfants entre 8 et 12 ans qui se promènent avec des machettes puis qui sèment la terreur. Je T'es sais sûr pas que c'est pas si... les microbes? Ouais, ouais, excuse-moi, ouais, les microbes. Les microbes, OK. Ouais, ouais. À quel point Ouais. c'est loin, tu sais, je Mm. sais pas, t'étais quel genre d'enfant ou d'ado, mais tabarouette, à Gatineau, on se promenait pas avec des machettes, là. Gatineau, ah, c'est drôle. Tu connais-tu la madame qui m'a pogné le cul ou Peut-être. Je sais. c'était au Minotaur, c'était à Gatineau? Ah ben, Incroyable. c'est ma ville. Mais ouais, les mauvais, les cancres de Gatineau, c'est sûr qu'il n'y avait pas des guns. Non, 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 non. Peut-être des petits couteaux, mais t'étais quel genre, toi, d'ado? T'étais-tu une petite bombe rebelle ou pas du tout? Ah ouais, j'étais 100% une bonne, mais tu sais, j'étais une bonne dans une école de filles bourgeoises, là, tu sais, Hmm. fait que c'était comme, je pense que c'était plus facile d'être bonne que dans d'autres contextes, mais par rapport à là où est-ce que je me situais, tu sais, j'étais tout le temps
en retenue. J'ai failli me faire crisser dehors une couple de fois. J'avais un petit trouble d'opposition-provocation, puis j'étais pas une enfant facile, mais quand j'aimais le prof, quand je le respectais intellectuellement, ça se passait bien en général. Mais quand on avait une guerre d'ego, là, ça se passait mal. Je me rappelle m'être fait sortir mon bureau de la classe physiquement, là, parce que les profs étaient tannés, ne savaient plus quoi faire. Là, en tout cas, c'est le bordel. Mais j'avais pas de gun, là, il n'y avait pas de bataille là, à l'école, il n'y avait pas de... Ben non, il n'y avait pas ça, tu sais. Excuse-moi, j'ai coupé ce petit bout-là d'hésitation. Il y a une chronique que tu avais faite un moment donné à la radio où tu es allé en France pour voir les Gilets jaunes. Ouais. Puis je veux faire un pont avec La Nuit des Rois où, bon, La Nuit des Rois, c'est une fiction de Philippe Lacôte, mais qui s'inspire de ce qu'il a vu, de ce qu'il a vécu. Il disait que lui, il y a des amis qui sont allés à Maca. Sa mère. Sa mère était là. Ouais. Il y a des amis qui sont allés là qui ont été tués dans cette prison-là. Mais de documenter des situations troubles parce que tu l'as fait, c'est quoi qu'est-ce qui provoque cette envie de raconter ces événements-là? Je pense qu'il y a un intérêt dans la mesure où c'est le fun de partager ce qu'on a vécu à travers le prisme de qui on est et à qui est-ce qu'on s'adresse. Puis là, quand j'étais là pendant les Gilets jaunes, on a filmé des images, puis je sais pas si en fait, je suis pas supposée le dire, mais je veux le dire. Là, on travaille sur un documentaire qui encore là, la dimension cinématographique qui me rattrape. Mais ça fait des années, en fait, qu'on travaille sur un documentaire avec Adriane Villagomez, là, qui a notamment réalisé le vidéo des remixes. Je sais pas si tu as vu ça passer, là, mais quand on a lancé l'album Remix, on a fait un super long, genre un moyen-métrage, mais on s'entend 30 minutes pour une artiste musicale, c'est très rare que ça se fait. Là. Fait qu'on a fait ça ensemble, puis là, à travers tout ça, on travaille sur le projet de documentaire. Puis à Paris, on a filmé plein d'images de ça. Puis c'est ça, Adriane, finalement, j'avais envie de pisser, fait que là, on est allé dans une ruelle en plein milieu de la manifestation, puis là, on a décidé de s'isoler pour que personne ne voie mon cul, tu sais, encore. Je parle de mon cul tout le temps. Puis là, parce que je voulais cacher mon cul, on s'est comme exilé dans une petite ruelle, puis là, il y a un dude qui est juste arrivé, puis qui a commencé à genre frapper Adriane, puis juste comme... Il y avait 2 dudes, en fait. Puis là, j'étais là, moi, en train de pisser en plein milieu de la ruelle. Puis là, j'étais juste comme, je sais pas, là, c'est le fait d'avoir le cul à l'air, là, mais j'étais juste comme, ah, Chris, genre, les gars, ils vont me violer, je sais pas. Fait que là, je suis comme partie, puis je suis partie chercher de l'aide parce que je voyais qu'il y avait des manifestants de l'autre bord. Là, j'ai fait le tour du bloc, on est revenu, mais tu sais, genre, les gars, ils avaient déjà puis tout notre footage, dans le fond, j'ai pris full de risques. J'étais allée dans les nuages, j'étais allée proche des polices. Puis, tu sais, genre, là-bas, les gens étaient fucking violents. Là. J'ai vu, genre, des gens renverser des chars. Tu sais, comme 2012, là, c'est la petite bière, là, à côté des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes étaient en tabarnak, partaient des feux. Mais, tu sais, les Français, ils sont reckless. Ils s'en calissent, là. Ce qui est fou des Gilets jaunes, c'est que c'est ni à gauche ni à droite. C'est juste des gens excessivement fâchés. Ouais. Non, ouais. Il était juste comme, il était vraiment pisse, là. Il était contre le système, contre le... Ben, tu sais, au Chili aussi, il y a eu ça, là, quand ils ont voulu augmenter les billets de bus. Tu sais, c'est normal, là. Tu sais, les gens, à un moment donné, le peuple est fâché, là. C'est normal. Puis, mais bref, il y avait quand même tout... on a perdu tout, mais tu sais, on est retourné un peu plus tard, puis on en a pris une coupe, fait que c'est correct, là, tu sais, mais on était fucking fâchés, man, parce que les gars, là, ils s'en calissent des images là, qu'on a tournées. Mais en tout cas, bref. Puis après ça, on a quand même... C'est sûr que dans la base, le documentaire, il y a tout le temps des questions éthiques, là, dans le sens où c'est comme, est-ce que tu t'es pointé là pour comme faire du capital sur ce que les gens vivent? Est-ce que tu es juste un photographe de guerre, là, la fameuse photo après, je sais pas si c'est Nagasaki ou Hiroshima, là, mais tu sais, la jeune fille au napalm, là, cette photographie-là, c'est genre, le photographe, il n'était pas en train d'aider la fille, il était en train de la prendre en photo, puis c'est un blanc européen ou américain, je ne me rappelle plus. Puis, il y a tout le temps un questionnement éthique à avoir, mais je pense honnêtement que ça mérite d'être entendu. Puis c'est comme raconter une histoire parce que tu y étais, puis parce que genre c'est ça ta vision de l'histoire à ce moment-là. Tu sais, puis
personnellement, j'ai pris la décision que c'est la bonne chose à faire de l'inclure dans le documentaire. Fait que c'est quelque chose à voir, là, qu'on va l'avoir fini un jour. Mhm. Puis d'être une personne politisée, ton intérêt pour la société, pour la politique, ça remonte à quand? Ça remonte à où? Euh, Bonne question, mais je pense que j'ai toujours eu comme une espèce de conscience globale, là, tu sais, comme des gens, comment genre la société dans laquelle on vit puis les prises de décision ont un effet sur les individus. Mhm. Puis je pense vraiment comme d'un point de vue de la personnalité, pas être quelqu'un de si individualiste que ça, tu sais. Fait que ça m'a toujours intéressé de savoir comment les autres vivaient leur vie, puis comment est-ce que ensemble on pouvait comme améliorer le sort des gens, puis comment il y a des gens qui nous aident là-dedans, comment il y a des gens qui nous nuisent, puis tu sais, puis je pense encore, je reviens au studio Ghibli, là, mais je Ouais. pense justement que de ne pas voir les choses de manière manichéenne comme quelqu'un de fondamentalement bien ou fondamentalement mauvais. Je pense de voir vraiment la haine puis le mal comme quelque chose qui peut s'incorporer chez n'importe quelle personne puis devenir une gangrène, puis qu'il faut s'aider à travers tout ça, puis pas annuler. C'est vraiment drôle parce que la cancel culture revient dans le Miyazaki, tu sais, être juste comme, OK, telle personne est méchante, il faut qu'on l'annule. Dans le fond, on est de même. Dans le fond, la génération Z est de même parce que à cause de fucking Disney qui nous a appris que, genre, les gens mauvais, fallait les annuler, là. Ouais, Mais puis bref. d'accepter plus les dérapages du capitalisme que de comprendre l'autre en quelque part, là. Je veux pas être Ouais. le monsieur dans la trentaine qui critique la génération Z, là, mais bon, c'est ce que je suis en train de faire, voilà. Euh, Ça, je reviens un peu à la nuit des rois. Est-ce qu'il y a Oui. une scène, un segment, un moment, un plan qui t'a marqué de ce film-là en particulier? Ben, la shot principale, c'est vraiment le roman. C'est impayable pour vrai. Le gars, en tout cas, je suis malade que le gars s'appelle. Ben, il se fait appeler Roman, on Mhm. s'entend, là, mais c'est comme toi, tu es Roman. Fait que Ouais. là, Roman, il est dans le milieu, puis là, lui, sa job, c'est de raconter une histoire, puis la meilleure histoire, parce qu'il y a comme 120 détenus autour de lui qui font juste genre capoter, là. Puis qui vont juste comme le battre s'il fait pas ce qu'il est demandé, genre. Fait que là, il raconte son histoire, puis ce master-là, là, cette shot-là, est juste incroyable parce qu'il est tout le temps en train de briser l'axe, là, on est tout le temps un Mhm. peu de 360. Puis il y a juste comme les effets de cœur sont juste incroyables tout le temps. Mettons, il va raconter son histoire, puis là, soudainement, le film va prendre une tangente comédie musicale parce qu'il y a juste un dude qui va commencer à chanter exactement ce qui est en train de se passer. Il y a comme une boucle extra-diégétique où est-ce que c'est que, OK, Roman, arrête son histoire 2 secondes, puis t'as 3-4 gars qui font de l'impro, puis qui improvisent de quoi, puis le réal, il disait que souvent, c'est de la vraie impro, là, tu sais, c'est comme, il les laissait, là, tu sais, il éteignait les caméras, puis genre, les figurants, ils continuaient de danser, fait que là, il rallumait les caméras, puis c'était juste comme, il y a de quoi qui est très nouvelle vague française, là, tu sais, Mhm. genre, assez cinéma direct, genre quasiment de cul, là. Mais en même temps avec une histoire qui est complètement genre théâtrale, théâtre européen quand même, là. Mhm. Mais ouais. Ouais, j'ai même l'impression que tu me décris un peu des moments qu'on peut voir dans Les Belles-Sœurs, là. Par exemple, quand tu as juste la chute de Ouais. lumière sur une des femmes, mais tu entends les autres qui répondent en arrière en Oui, chœur, des choses comme ça, ouais. oui, absolument, absolument. Super Il y a juste intéressant. il y a une scène de CGI, par exemple, qui est vraiment ratée, là. Ben, qui est ratée. Pour vrai, là, sérieux, moi, j'aurais juste cancellé le CGI, là. Il y a comme une bataille à un moment donné. Parce que c'est ça, il raconte une histoire, puis là, des fois, tu sors de l'histoire de la prison pour aller dans l'histoire que Mhm. Romain est en train de raconter. Tu sais, c'est des wide shots, super, genre Laurence d'Arabie, là, Ouais. genre, tu sais, avec juste le désert, puis des costumes un peu ben, tu sais, en tout cas, pas moderne. On s'entend là, ça fait plus comme folklorique, là, folklorique Côte d'Ivoire. Puis là, à un moment donné, il y a un combat entre des animaux, puis des animaux qui se changent, mettons un éléphant qui se change en serpent, qui se change en feu. Tout ça, c'est fait en CGI, puis honnêtement, j'étais comme, aïe, aïe, pour vrai, là. En meeting, il aurait pu décider de pas faire ça, genre, mais c'est pas ça le bémol, là. Parfait. On va faire une petite pause. Au retour, Lydia, tu vas nous dire au moins 10 choses que tu détestes de 10 Things I Hate About You. Yes! Et on retourne dans le temps à l'époque où Jacques Cartier a fait la rencontre des Premières Nations sur un terrain de football à McGill. Parce que what? Avec Hochelaga, Terre des Âmes. À tout de suite.
Je profite de ce moment pour vous dire que On Jase de Film est disponible sur Patreon au www.patreon.com/On Jase de Film. Vous y retrouverez le podcast L'Armoire à cassette où je jase avec ma sœur Geneviève des nombreux films qui ont marqué notre enfance, ainsi que le podcast Amour et Flamèche où je fais découvrir, pour le meilleur et pour le pire, les films de l'univers Marvel à ma meilleure amie Camille. Parlant de Patreon, j'aimerais maintenant remercier les membres suivants. Daria Desjardins, Jen Saint-Cyr, Guillaume Ruet, Jadosaurus, John Vanas, Tout simplement Joe, Zachary Cyr, Bellec, ainsi que Eric Biron. Pour vous abonner, www.patreon.com/On Jase de Film. En terminant, si vous avez 2 petites minutes, vous pouvez laisser 5 étoiles sur iTunes, vous abonner sur la chaîne YouTube de l'émission et, bien entendu, sur Facebook et Instagram, m'envoyer votre liste de films. J'aime toujours jaser de films avec vous. De retour en jase de films avec mon invité Lydia Kepinski, avec qui, en première partie, on a jasé des films Princesse Mononoke, Flashdance et La Nuit des Rois. Ton film détesté maintenant, 10 Things I Hate About You, 1999, de Gil Younger, ou Junger. Ça met en vedette le défunt Heath Ledger, Julia Stiles, Joseph Gordon-Levitt et Allison Janney. La même question que je te pose depuis le début, c'est quoi 10 Things I Hate About You? Oh my God! Pour vrai, là, ce film-là, là, ça va me mettre à la corbeille. Là. Pour vrai, je voulais essayer de rechecker des extraits pour me le remettre en mémoire, mais pour vrai, j'avais même pas envie. J'étais comme, pour vrai, ce film-là, il était décollissant à quel point c'était poche. Je m'étais dit, encore là avec ma coloc, le personnage principal de toutes mes anecdotes de confinement, on était comme, hey, on a envie, on était un peu hangover, on avait bu du vin la veille, on était comme, on check un film vraiment easygoing là, pour une fois. Fait que là, on était comme, ça, tu sais, un film d'ado, ça va être drôle, nanana. Hey, pour vrai, c'est pourri, là. C'est tellement pourri, là. C'est une jeune femme dans la high school, puis là, genre, elle est comme un peu... elle a pas de chum, puis j'aurais voulu se faire un chum, mais c'est comme au point de vue de comme identité de la femme, là, c'est dégueulasse, là, c'est comme, puis genre, je sais pas si t'as remarqué, mais comme les films dont on a parlé jusqu'à date, c'est comme tous les personnages féminins, en tout cas, ben, dans les studios Ghibli, beaucoup, là, c'est toutes des femmes qui sont pas animées par la quête de se trouver un chum, là, sont toutes animées par comme d'autres types de quêtes, comme genre la vengeance ou comme d'autres choses. Puis ça, c'est vraiment le but là, des filles, c'est vraiment juste de se faire des chums. Il y a une scène où est-ce qu'elle essaie de sortir d'une situation avec un prof d'école, puis elle fait juste lui montrer ses seins. Genre, c'est comme, tout est dégueulasse. Puis le gars, Heath Ledger, bon, c'est pas, je veux pas cracher sur les morts, là, mais Chris, que c'était pas... Ah, c'est bizarre, tout est bizarre, le jeu est bizarre, c'est juste des espèces de gros stéréotypes. Puis c'est fucking récent, là, c'est genre les années 90, là, c'est juste comme incroyable comme on a fait du chemin depuis, au point de vue genre féministe, là, c'est vraiment dégueulasse comme film. Ouais. On a parlé un peu de ton adolescence tantôt, quel genre d'ado t'étais, donc je peux imaginer que t'as pas reconnu l'ado que t'étais dans 10 Things I Hate About You. Non, vraiment pas. Non. Puis y a-tu des films d'ados qui te parlent? Qu'est-ce qui te parle en termes de films d'ados ou quand tu vois des ados à l'écran, tu fais oh, ok, là, je reconnais la vibe que j'aime? Ben, j'arrive pas à penser à des films d'ados que j'ai. C'est comme si moi, l'adolescence, c'était pas. Je pense que je suis passée tout de suite aux films d'adultes. Là. Genre, j'écoutais des vieux Hollywood, puis j'étais comme pas. Ça m'intéressait pas, ces affaires. Des films d'ados, là, je me rappelle pas. C'est quoi les films d'ados, mettons? Eh boy, bonne question. Remarque Party, genre? Genre? Ou, Pas regarder ça. je suis sûr que les auditeurs sont en train de crier des noms, là, mais voyons, American Pie. Mais tu sais, ceux auxquels j'arrive à penser, c'est ça, mais tu sais, mettons un film comme Juno, c'est un film qui met en vedette des ados, mais que c'est des ados qui deviennent des adultes, ou tu sais, j'avais bien aimé, mettons, Tudor Nicole, ou des films comme ça, là, parce que les ados sont cool, puis ils ont plus l'air d'être des ados qui vivent des situations. C'est pas des adultes de 35 ans qui jouent des jeunes de 16 ans. J'ai l'impression que 10 Things I Hate About You, c'est encore cette époque-là où est-ce que il y a Watatata ou à télé, puis c'est normal que quelqu'un qui est rendu avec une hypothèque joue quelqu'un qui se masturbe pour la première fois. Si seulement il y avait une scène comme ça dans 10 Things I Hate About You. Là. Ah, c'est tellement bébé comme film, là, pour vrai.
Mais c'est parce que je me demande si pour que ce soit un film d'ado, il faut que tu l'aies checké quand tu étais ado. Mais tu J'imagine sais, moi, que je me oui. rappelle, je sais pas, là, quand on était ado, on checkait genre Blair Witch Project ou genre. Blair Witch Project, si c'est un film d'ado, je suis d'accord, tu sais. Ben, c'en Mais est un, parce que c'est des jeunes. Tu sais, ils ont pas 25 ans là, dans ce film-là. Là. Fait ouais. qu'ils partent en forêt, puis ben, ouais, c'est très adolescent en même temps de faire comme, hey, il y a une rumeur qu'il y a une sorcière dans la forêt. Yo, on y va une fin de semaine. Ouais. C'est plate, mais je pense que je suis rendu trop vieux pour faire ça, là. Genre, Ok, je vois pas fine. mes amis m'appeler un samedi, faire comme Yo, on s'en va en forêt, il y a une rumeur d'une sorcière. Je vais être comme Ah, ça existe pas, la gang. En caméra VHS, là. Ah, wow. C'est ça. OK, ben si ça, c'est un film d'ado, je suis d'accord, là. Tu sais, si s'il y a des films d'animation qui peuvent être considérés comme d'ado, je suis d'accord, mais toutes les merdes américaines, pour vrai, là, je sais vraiment pas le public cible, là. Ben, peut-être que Spielberg, mais encore là, c'est plus enfant, tu sais, comme j'ai beaucoup trippé sur les Jurassic Park, Ouais. mais c'est pas d'ado non plus, là. Tu sais, Non, genre non, les ouais, c'est plus enfant. thématiques adolescentes, là, je pense que ça m'a jamais vraiment parlé, là. Ton dernier film, Ton plaisir coupable, Hochelaga, Terre des âmes, 2017 de François Girard. Gros casting, ça met en vedette Samian, Gilles Renaud, Raoul Trujillo, Vincent Pérez dans le rôle de Jacques Cartier, parce que pourquoi pas. Emmanuel Schwartz, David Lahaye avec sa plus longue barbe qu'il peut avoir, ses cheveux les plus longs pour jouer Ah un curé un oui, peu weird comme dans Les Pays d'en haut. Sébastien ouais. Ricard en bon vieux patriote qui Oui, roule ses airs. Et un caméo du sociologue et animateur de C'est fou, Serge Bouchard, qui est là dans le fond oui, d'une pièce puis qui écoute une conférence de oui, Samian. oui. Oh C'est quoi oui. ça, Hochelaga, Terre des âmes? Puis dans cette salle-là aussi, c'est Joséphine Bacon, parce que Oui, Joséphine la poète Bacon est là Inou. aussi. Ah non, c'est ça. Mais c'est juste parce que des fois, j'aime ça écouter des films avant de m'endormir. Là. Puis lui, j'avoue que vu que je me suis endormie dessus, récemment, là, je l'ai écouté, mais je pense que j'ai fini par l'écouter 4 fois. Genre. Hmm. Mais tu sais, j'étais vraiment que c'est vraiment pourri, là, les dialogues, j'y crois pas. Le synopsis, j'y crois pas. Là. C'est comme il y a une partie de football. C'est tellement. Ah, c'est grotesque pour vrai comme film. Là. C'est comme il y a une partie de football. Puis là, il y a comme l'entraîneur qui est comme OK, let's go, les gars, on est capable, nanana. Puis ça se passe à l'université McGill, dans Mhm. le stade de Perceval-Monson. Puis pendant le match de football, il y a juste comme une dépression de la terre. Puis là, il y a comme un trou qui est formé. Puis là, ça s'effondre. Il y a un joueur de football qui périt là-dedans. Puis là, suite à ça, il y a des fouilles archéologiques qui sont faites, vu qu'il y a un trou. Vu qu'il y a un trou dans le sol, Ben les oui. archéologues sont comme « Hey! » Ils tassent la police, là, puis ils arrivent, ils sont comme « Hey, c'est mon territoire, mec! Genre, je veux faire des fouilles archéologiques. » Puis là, c'est comme, Ouais. il appelle le téléphone « Oh, on a une subvention, on va pouvoir faire les fouilles archéologiques. » Puis Ça là, devient la genre, version nerds d'Indiana Jones, mais pas tout à fait. genre Québec, tu sais. Ah, si, c'est drôle, là, parce que c'est comme un film qui a comme pas les ambitions. En tout cas, il n'est pas à la hauteur de ses ambitions, là, mais est-ce que c'est ambitieux comme film? Puis je suis comme, j'aime ça l'histoire, fait que je suis comme, puis en ce moment, à l'université, je prends un cours, je profité de la pandémie pour essayer de finir mon bac. Puis tu Mhm. sais, j'ai un cours de littérature sur littérature de la Nouvelle-France, fait que c'est tous des trucs que je suis en train tu sais, de relire en ce moment, tu sais, comme les écrits de Jean Cartier, les Ouais. écrits de Sainte-Marie de l'Incarnation, des affaires comme ça. Fait que tu sais, je trouvais ça vraiment cool de revivre ça, mais c'est comme le ton, genre, docu-fiction, puis de changer d'époque, puis tu sais, les formes de français qui sont vraiment approximatives, Mhm. puis de voir des acteurs connus. Tout ça est grotesque, mais j'aime ça pareil. Genre, moi, je suis comme. Je trouvais ça vraiment poche, mais j'avais envie de le voir 4 fois, pareil. J'étais comme, hey, c'est notre histoire, c'est pas l'important. C'est comme, à chaque fois que quelqu'un ouvre la bouche, c'est à chier, genre. Ouais, puis, tu sais, bon, la partie où est-ce qu'on est avec Jacques Cartier, je la comprends. Je comprends symboliquement ce qu'il cherche à représenter. Après ça, bon, c'est-tu les Ursulines ou les Sœurs Grises, je sais plus trop, là, avec David Lahaye qui agonise dans un lit pendant genre 20 minutes, là, puis Ouais, c'est beaucoup trop long, puis plate comme scène. ouais. Que, je comprends pas qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, là. Parce que c'est Non. juste David Lahaye, puis bon, j'ai mes préjugés envers David Lahaye. Mais Ouais. après ça, t'as la scène weird qui sert à rien avec justement les Patriotes, puis j'ai l'impression qu'ils ont vraiment fait Ouais.
Ouais, là, c'est parce que si on met pas les patriotes, les indépendantistes vont être fâchés, mais là, on va mettre Ouais. des patriotes qui se font sauver par des Anglais. Parce que Oui, faut qui que se ce font soit aider par des gentil. Anglais. Ah, c'est lourd! C'est Ouais, d'une lourdeur. c'est full, mais c'est full un film qui a dû avoir plein de subventions, là. Tu sais, c'est sûr qu'il y avait un bon budget, là, pour faire ça, là. Oui, 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 ben, puis c'est le film qui a été fait, qui a été commandé par la ville de Montréal pour le Oh, 375e de la ville. Que OK. c'était censé être le grand film sur Montréal, puis faire une grande fresque, puis qu'on voit l'histoire, mais My God. tu sors de Mais là, le ton, là, ouais. est-ce que le ton, là, quand il est comme nous avons découvert des plaques de fonte qui viennent d'un petit village en France. Là, c'est comme full big. C'est juste comme. C'est trop dramatique, genre. C'est comme. Puis, tu sais, la colo est super dark. Puis, c'est Mhm. comme. Oh, on se prend full au sérieux, mais genre. Ouais. Je sais pas. Tu sais, j'aurais quasiment pris un film à la Holy Grail, tu sais, à Monty Ah, Python. ouais. Tu sais, je trouve que RBO ont été fucking meilleurs à cristalliser Ouais, l'histoire du Québec, là, leur l'essence, tu sais, bon sketch, ouais. plutôt que. Puis, puis les shots avec genre les Algonquins là, qui sont comme full dans leur mood, là, tu sais, puis sont comme gros film de réconciliation, genre avec un résultat douteux, man. Je Ouais, sais ouais, pas. ouais. Eh, mon Dieu, oui. Puis, Ah, fait que c'était une commande. OK. ouais, puis à la fin, ça dénoue pas vrai. Tu sais, ils vont jamais dire à ce jour, on sait pas où est Hochelaga. On sait pas où était ce village-là dans Mhm. lequel Jean Cartier travaillait. Fait que je vois pas pourquoi un Européen, un Américain, un Asiatique, n'importe qui regarderait ce film-là en dehors de si tu habites à Montréal, tu sais. Ouais. Mais j'imagine quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui regarde ça, se dit ah, on sait c'était où Hochelaga. Non, on sait toujours pas. C'était où? C'est une supposition. Pourquoi il aurait construit un terrain de football là-dessus? Ouais. Il n'y a pas grand-chose qui marche dans ce Non. film-là. J'étais un peu fâché quand je l'ai fini. Je me disais, bon, si on fait juste nous montrer ça de même, fine, c'est correct, mais qu'on ne dise pas à la fin, à ce jour, nous ne savons toujours pas. Puis, j'imagine juste Serge Bouchard dans la salle à la première qui doit sortir de là puis être comme, oh, pourquoi j'étais là-dedans? Tellement. Il devait regretter. Mais en même temps, c'est important de raconter notre histoire. Puis c'est vrai qu'on n'a Ouais. pas beaucoup au Québec de films héroïques, genre. Mhm. Ouais. C'est juste qu'en mélangeant toutes les époques, c'est comme faire un wrap-up puis pas se plonger dans une époque en particulier. Puis c'est comme un peu genre, OK, ben, c'est bizarre, là. Tu sais, c'est quoi nos héros québécois aussi, là? C'est tough, là. C'est genre Ouais. Louis Cyr, la Bolduc, ça a été fait, mais Dédé Fortin, ça a été fait. ouais, Alice Robbie, beaucoup des chanteurs, tu sais. Ouais, Beaucoup des ben oui. chanteurs-chanteuses, ça se Peut-être qu'un fait. jour, dans 50 ans, il y aura Kipinski le film. Ouais. Qui sait? Avant qu'on conclue, c'est quand même un film qui se passe sur le Mont-Royal, qui montre le Mont-Royal. T'en as parlé un peu tantôt quand t'as dit que t'étais allé faire de l'acide, mais Oui. t'as parlé du cinéma du Parc qui est à côté du Mont-Royal. Ouais. Tu viens de Montréal, donc j'imagine que cette montagne-là, tu l'as vue et vue et vue et vue. Ça représente quoi? Tu sais, restons dans l'esprit d'Hochelaga Terre des Hommes. Ça représente quoi le Mont-Royal pour toi? C'est quoi cette masse-là dans la ville? Mhm. Ben, c'est un peu tout ce qui reste de légèrement sauvage, là. Tu sais, c'est Mhm. tout ce qui reste de légèrement forêt. Ouais. En même temps, c'est tellement un lieu touristique que tu sais, c'est comme le Belvédère, il n'y a rien qui me fait plus chier, là. Mhm. Le Belvédère, c'est un peu à chier. Tu sais, il y a plein de bouts qui sont un peu à chier. Mais quand tu connais la place, il y a une couple d'endroits intéressants. Il y a le Mont Murray, là, qui c'est comme, c'est pas évident, là, mais c'est comme proche de la faculté de musique. Puis il y a un autre spot aussi où est-ce qu'on allait boire de la vodka avec mes amis en secondaire 5. Moi, je suis allée au pensionnat Saint-Nom-de-Marie, puis je OK. suis allée à l'Externat mon Jésus-Marie. Fait que c'est comme mon parcours scolaire était vraiment au pied de la montagne. Puis je suis allée à Mhm. l'Université de Montréal après. Fait que dans le fond, j'ai j'ai comme passé toute mon éducation à être sur la montagne. Ouais. Puis je sais pas, là, j'aime bien la métaphore de devoir monter une colline pour avoir accès à l'éducation. Je trouve ça, tu sais, c'est comme l'UQAM, tu sais, c'est comme il faut descendre. Ouais, non, Oh, tu vas ouais, pas ouais, à ouais. l'UQAM. Mais ça, je trouvais ça sick de m'élever physiquement pour comme atteindre l'espèce de mont Olympe des idées, tu sais. Ouais, 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 C'est du comme une savoir. métaphore que j'appréciais. Mhm. Puis,
Fait qu'en secondaire 5, j'allais boire de la vodka dans un petit coin du Mont-Royal. C'est comme, t'escalades des roches pendant 20 minutes, puis je sais pas comment l'expliquer, mais à un moment donné, t'arrives à un spot à feu, puis tu sais, il y en a plusieurs sur Mont-Royal, puis ça, c'est vraiment le fun, là. Ça, c'est cool. Puis c'est comme, c'est très... c'est ça, c'est quand même naturel, même s'il y a comme plein de condoms et de seringues partout, là. Il y a les amis de la montagne aussi, là, qui font... J'en ai déjà fait une fois ou deux du bénévolat de ramasser des affaires, là. Ça se fait aussi, mais c'est sûr que c'est ça. C'est pas mal ça. Super. Lydia, ça a été un plaisir de t'avoir sur l'émission. C'était très cool. C'était trop cool. Ouais, l'épisode, je te dis tout de suite, sort au mois de juillet. Donc, d'ici là, qu'est-ce qu'on peut suivre de toi? Est-ce qu'il y a des nouveautés? Est-ce qu'il y a des affaires qui s'en viennent? Est-ce qu'il y a des projets qu'on peut suivre, qu'on peut découvrir? Ou est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux aussi? Oh my God! À commercial, Lydia Képi. Puis sinon, en juillet, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je suis en train de faire mon deuxième album. Fait que là, je sais pas où est-ce que je vais être rendue encore. Là, je suis rendue comme à 75% du processus. Mais tu sais, on va checker ça. Là. Je peux pas faire de promesses, là, mais c'est sûr que... Ouais. Je sais pas quoi dire. Parfait. Ben écoute, on va te suivre d'ici là sur Instagram, puis un peu partout. Yeah. Mon nom est Guilla Saint-Cyr et avec Lydia Kepinski, on a jasé de film.